Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101. Je suis Marc Sanselme, l'hôte de ce podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Dans Data Driven 101, je reçois chaque semaine des professionnels pour qu'ils nous partagent leurs expériences et leur vision sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Julie Corvert, cofondatrice et directrice artistique d'Artpoint. Bonjour Julie. Bonjour Marc. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que fait Artpoint ? Bien sûr. Alors Artpoint, c'est une agence d'art numérique qui existe depuis 2019, que j'ai lancée avec mon associé Laurie. Et concrètement, ce qu'on fait chez Artpoint, c'est qu'on représente une communauté d'un peu plus de 500 artistes. Tous ces artistes utilisent les nouvelles technologies pour créer des œuvres. Alors, j'aime pas trop parler d'artistes numériques, je pense que ce serait un petit peu réducteur, mais ce sont des artistes qui utilisent notamment les nouvelles technologies pour créer des œuvres. Et on vient en fait assez largement diffuser leur création artistique dans de nouveaux lieux d'exposition qui cherchent à se réinventer, donc dans des bureaux d'entreprise, des événements, des hôtels, des centres commerciaux, dans l'espace public et j'en passe. Et donc on a développé deux offres distinctes. La première, assez classiquement, c'est un catalogue qui regroupe près de 10 000 œuvres d'art aujourd'hui. Donc toutes ces œuvres d'art sont livrées sous format vidéo et sont diffusables sur écran. Donc l'idée sous-jacente, c'est de permettre de transformer nos écrans en écrans plus artistiques avec des collections personnalisées qui vont se renouveler au fil de l'eau via un système d'abonnement, donc dans tous ces lieux qui sont des lieux assez fréquentés par le public. Et à côté de ça, on met également en place des projets plutôt sur mesure avec à la fois des expériences artistiques qui toutes reposent sur les nouvelles technologies. Je pense à des expériences interactives, des expériences data génératives, des expériences immersives et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus largement par la suite de ce podcast, mais également des projets vraiment commissionnés pour des clients qui cherchent à sublimer leur communication, notamment grâce à l'art. Ok, hyper intéressant. Donc le premier... on parle donc de... je décris le business un peu pour qu'on ait bien compris. On parle d'utiliser des écrans qui ne sont pas utilisés dans les halls, dans les endroits de passage, salles de réunion, etc. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir exactement qu'est-ce qui est le plus demandé par vos clients. Et donc, ces écrans-là, les utiliser pour diffuser de l'art plutôt que du noir ou du BFM TV, en gros. Exactement. Non, l'idée, c'est justement qu'aujourd'hui, les écrans sont assez omniprésents. Et nous, on se dit que d'un point de vue sociétal, il est plus intéressant et même plus percutant de venir y projeter des œuvres d'art numérique plutôt que effectivement BFM TV, les logos qui s'animent, les gestes barrières Covid et j'en passe. Disons que toutes les planètes sont assez alignées puisque on a à la fois une présence hyper exacerbée des écrans dans tous nos lieux de vie. On a de super artistes qui aujourd'hui questionnent les nouvelles technologies et qui donc créent des œuvres qui sont diffusables sur ces écrans. Et en troisième lieu, on a un public qui est assez captif parce que l'art numérique a un côté très émotionnel, très expérientiel. Donc vraiment, toutes les planètes sont alignées pour faire en sorte que ces écrans soient plutôt des vecteurs de diffusion de la culture plus que des leviers pour diffuser du contenu dont on est assez sursaturé aujourd'hui. Alors, je profite presque abusivement du fait que tu es experte dans le domaine pour te demander est-ce que tu peux nous faire un petit histoire de l'art numérique. Voilà. Bien sûr, on est là pour ça. Alors déjà pour définir ce qu'est l'art numérique, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis quelques années, mais finalement c'est une notion qui est parfois un petit peu difficile à définir. Donc déjà, les œuvres d'art numérique sont celles qui sont créées via un outil numérique, mais en fait, dans un monde où la technologie est assez, à nouveau, omniprésente, la notion d'outil n'est pas suffisante. En fait, historiquement, on parlait uniquement de l'outil, puis naît la photographie. Et en fait, justement, le fait d'avoir un appareil technologique, entre guillemets, nous fait nous dire, en fait, il va falloir qu'on ait également une notion d'intention, entre guillemets, technologique. Et donc, s'ajoute une nouvelle notion qui est celle de questionner aussi le rapport aux nouvelles technologies. Donc, les artistes qui utilisent les nouvelles technologies et qui créent des œuvres qu'on appelle œuvres d'art numérique sont donc des œuvres qui sont créées grâce à l'outil numérique et qui vont vraiment placer le numérique au cœur de la réflexion de l'artiste.
C'est la raison pour laquelle, historiquement, on avait vraiment trois grandes caractéristiques dont je parlais tout à l'heure, les œuvres d'art qui sont à la fois interactives, immersives et data génératives. Donc là, on est vraiment sur trois typologies d'œuvres d'art qui placent le numérique vraiment de manière très centrale dans la création des œuvres. Donc voilà, pour commencer, quelques éléments de définition. Et après, il faut savoir que l'art numérique, en termes d'historique, c'est un courant dont on parle à nouveau pas mal ces dernières années, mais c'est un courant qui remonte en fait aux années 50, puisque je dirais qu'assez naturellement, les artistes ont toujours utilisé les outils que leur offrait leur époque. Et dans les années 50, on commence à avoir les premiers ordinateurs et donc des premières expérimentations avec des ordinateurs. Donc ça, c'est vraiment je dirais la genèse de ce courant-là. Et puis après, à chaque décennie, on a eu de grandes évolutions qui ont permis d'asseoir le propos de ce courant-là. Donc naissance dans les années 50, dans les années 60, on a les premières expositions, avec une exposition qui a énormément marqué ce mouvement-là, qui s'appelle Cybernetic Serendipity. Donc, c'était une exposition qui avait eu lieu à Londres. Après, dans les années 70, on a eu les premiers festivals dédiés à la promotion de l'art numérique, et ça a été des événements assez majeurs parce que c'est vrai que l'art numérique vient chercher les grands espaces, s'extrait un petit peu des codes plus traditionnels de type exposition dans des musées. Donc là, la première vraie consécration dans des lieux assez innovants, je dirais. Et puis après, à partir des années 80, on a eu beaucoup de nouveaux médiums qui ont vu le jour, notamment tout ce qui touche à la réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc voilà, plein de choses qui se passent entre 1950 et les années 2000. Et je dirais qu'on a une vraie évangélisation de ce mouvement-là dans les années 2020, avec la naissance notamment de la technologie NFT, qui est venue apporter énormément de valeur à ce courant-là, puisque en fait pour la première fois, on avait en fait une technologie qui venait s'adosser à n'importe quel type d'actifs, notamment des actifs numériques, donc notamment des œuvres d'art digitales. Et donc cette technologie-là faisait que pour la première fois, on allait retrouver ce sentiment de rareté, d'unicité qu'il pouvait entre guillemets manquer à l'art digital, qui de fait avait un peu peiné à prendre sa place sur le marché de l'art. Donc je dirais que c'est véritablement à ce moment-là que ce courant a été vraiment reconnu par un public de collectionneurs, et puis de fait par des institutions artistiques, des marchands d'art, et j'en passe. Et donc voilà, un marché qui se structure à partir de ce moment-là et qui répond aussi beaucoup aux besoins de notre époque, dont on pourra parler aussi par la suite. Oui, il avait du mal, cet art numérique, à capter les flux financiers finalement qui vont vers l'art jusqu'au NFT. Et puis au NFT, ça a été presque c'est pas presque, ça a été complètement l'opposé, où d'un coup il y a eu des émissions assez absurdes sur certaines œuvres. Aujourd'hui, c'est quoi l'état des lieux du NFT? Ça existe encore? Je dirais effectivement que oui, il y a eu des flux financiers assez aberrants. Il y a eu une vraie ébullition autour de cette technologie-là, et que dans la plupart des cas, effectivement, on était sur des transactions assez inutiles. On était sur de la pure spéculation sur des objets numériques qui, en fait, d'un point de vue artistique, n'avaient pas toujours beaucoup de valeur. Donc, en fait, il y a eu énormément une bulle assez presque mystique autour de ces sujets-là. Et je dirais que c'est une technologie qui n'a pas forcément été utilisée à bon escient dans 90% des industries. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il faut dire que dans le monde de l'art digital, c'est une technologie qui, à nouveau, a apporté beaucoup de valeur. Et donc, moi, je vois vraiment pas ça comme un courant en tant que tel. Et là, en ce sens, tout ce qui était PFP, notamment, pour moi, s'extrayait un petit peu de la notion d'œuvre d'art. En revanche, je vois plutôt ça comme une technologie qui s'adosse à n'importe quel type d'actif. Et il faut dire que pour l'art digital, ça a apporté beaucoup de valeur. Donc, aujourd'hui, la bulle est totalement retombée. En revanche, même si on parle même plus vraiment de NFT dans le secteur de l'art digital, on a toujours cette technologie qui permet, grâce à la blockchain, d'assurer une certaine authenticité, une certaine unicité sur les œuvres.
Donc voilà, la technologie est encore utilisée presque sous un autre nom et toutes les autres, quasi toutes les autres industries sont retombées. Mais en tout cas, en matière d'art numérique, ça a apporté de la valeur sur ce sujet-là. Après, je pense que typiquement, à la différence de l'IA qui est une tendance de fond, le NFT était vraiment une tendance assez opportuniste qui ne repartira pas selon moi. Alors, donc l'IA dans cet art numérique, comment il vient s'insérer? Comment est-ce que tu caractériserais cet ajout qu'est l'IA et peut-être même, je pense, par rapport à la dernière fois où on s'est parlé, qui remonte déjà à plusieurs semaines, voire mois. Je pense qu'il y a peut-être même encore des choses qui ont changé depuis, tellement les choses vont vite. Comment tu vis cette arrivée de l'IA dans ce business qui existe depuis 2019, donc qui est antérieur à cet événement de l'IA générative? C'est vrai que c'est un bon point. En fait, comme je disais tout à l'heure, finalement, les artistes ont toujours utilisé les outils que leur offrait leur époque. Donc, en 1950, on a des artistes qui se mettent un petit peu à expérimenter l'ordinateur. Donc assez contre-intuitif, mais moi ce que je dis souvent, c'est que finalement par le passé, ils avaient accès à des palettes de peinture, des pinceaux. À partir des années 50, ils ont toujours des palettes de peinture, des pinceaux, mais on leur ajoute un outil supplémentaire qui est l'ordinateur. Donc on a des expérimentations parce que les artistes sont curieux, parce que les artistes vont essayer d'explorer la société et les outils que leur offre la société. Je dirais qu'aujourd'hui, on a des intelligences artificielles à peu près partout dans nos quotidiens, parfois même sans s'en rendre compte. Et forcément, on a des artistes qui vont questionner ces outils-là. Donc moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que l'IA est vraiment une force pour les artistes. Donc il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup d'interrogations. Mais finalement, les artistes voient vraiment ça comme une nouvelle opportunité de création. Et moi, j'ai tendance à différencier une œuvre qui est créée par une IA, qui en fait n'est pas une œuvre, parce que l'IA aujourd'hui n'a pas encore eu la qualité d'artiste, d'une œuvre qui est plutôt assistée par une IA. Donc l'IA est vraiment perçue comme un outil qui permet à l'artiste d'aller plus loin. Et par exemple, c'est vrai que lors de notre premier échange, j'avais probablement dû parler d'une de nos artistes. Je pense qu'on peut assez facilement se rendre compte d'un visuel et d'une œuvre qui peut être créée grâce à son travail. Donc, pour expliquer sa démarche, c'est une artiste qui s'appelle Linda Dunia, qui, elle, travaille avec ses propres algorithmes. Donc, elle vient faire ingérer ces algorithmes de milliers de data. Elle travaille notamment avec des espèces florales en voie de disparition. Et puis, en fait, elle identifie d'abord ces espèces florales qui sont souvent issues de la région sahélienne. Elle les retravaille un petit peu et par la suite, elle fait ingérer toute cette data-là à ses algorithmes et l'algorithme recrée de manière aléatoire ce qu'il comprend de ces espèces florales et donc on est sur un rendu en output qui en fait vient incarner une fleur qui est une fleur en voie de disparition et qui pourtant a des allures un petit peu futuristes. Donc on voit derrière, et c'est comme ça que je différencie vraiment une œuvre qui est simplement assistée, mais qui repose sur une vraie démarche intellectuelle. On a vraiment une intention de faire passer un message d'un fichier en fait qui est simplement créé par un ordinateur. Mais en tout cas ici, on voit vraiment une envie de faire passer des messages, une envie de sensibilisation. Et on se sert de l'IA, mais ce sont des œuvres qui mettent plusieurs mois à être créées, parfois plus, parce qu'elles reposent sur énormément de recherches, qu'on a des partis pris créatifs, qu'on a des intentions, qu'on a des messages à faire passer. Et donc, voilà, selon moi et selon les artistes qu'on peut représenter aujourd'hui, l'IA est vraiment une force finalement parce que ça nous ajoute un outil supplémentaire. Donc, effectivement, de plus en plus d'artistes qui utilisent l'IA pour questionner notre rapport au monde aujourd'hui. Ok. L'IA, aujourd'hui, dans quelle mesure on peut considérer que c'est comme la photo quand elle est arrivée, le pinceau quand il est arrivé. Alors, je sais pas si le pinceau a mis du temps à arriver, mais chaque époque a ses nouvelles technologies. En peinture, il y a eu des révolutions dans la façon de peindre, etc. La photo, elle est quand même venue être vraiment très, très disruptive sur la création d'images aussi.
Qu'est-ce qui est différent? Est-ce qu'on est dans une technologie, un pinceau comme un autre? Est-ce que l'IA, c'est un pinceau comme un autre? Moi, je pense qu'on s'inscrit dans la même dynamique. Finalement, quasi tous les courants artistiques ont été plus ou moins critiqués à leur début. Pour moi, effectivement, on est dans le même cadre que la photo. On avait acquis vraiment un pur réalisme dans la peinture, donc une vraie technicité. Et arrive la photo qui vient finalement remplacer ce qui est déjà acquis en termes pictural. Photo extrêmement critiquée pendant longtemps. Et je pense que justement, l'arrivée de la photo permet en un sens la naissance de l'impressionnisme parce que d'une certaine manière, on a envie de se différencier de ce qui nous est déjà permis avec la technologie. J'entends qu'il est plus forcément nécessaire d'être un très bon peintre, puisque être un très bon peintre à l'époque, c'est réussir à être extrêmement précis, à être extrêmement réaliste. Mais la technologie qui nous est offerte par la photographie nous le permet également. Donc en fait, ça permet en un sens à l'impressionnisme de voir le jour. Et pareil, impressionnisme qui est extrêmement critiqué au début, qui est pas vraiment vu comme un courant artistique. Donc je pense qu'en fait, on s'inscrit dans cette même dynamique-là. C'est critiqué parce que ça s'extrait un petit peu des codes plus traditionnels, qu'on n'a pas l'habitude. Mais je pense que ça permet aussi, d'une part... j'entends l'art qui est notamment créé grâce à des intelligences artificielles, mais je pense que ça permet d'apporter de la douceur à l'IA. Parfois, quand on n'est pas forcément dans des sphères très technologiques, ça peut paraître des sujets un peu abrupts. Et je pense que l'art numérique peut justement apporter cette touche un peu humaine, un peu émotionnelle, qu'on retrouve peut-être pas encore toujours, qu'on retrouve tout juste pas en fait, avec la tech. Mais en tout cas, voilà, un courant qui, pour lequel on peut avoir certaines objections, mais qui, je pense, en fait, se cale sur tout ce qu'on a toujours connu. Dès qu'on se différencie un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, on est critiqué. Puis, en fait, finalement, ça permet à très belles choses d'arriver. Et progressivement, ça prend sa place sur un marché. Et si on extrapole un peu dans le futur, on essaye un petit peu... de prédire ce qui pourrait arriver, ou du moins ce qui est en train d'arriver, peut-être si on arrive à l'observer. Tu vois, tu dis la photo fait émerger l'impressionnisme parce qu'on se ressente sur des choses que la photo ne sait pas faire, entre guillemets. Avec l'IA, qu'est-ce qui pourrait émerger? Est-ce que tu vois peut-être éventuellement déjà un peu se dessiner dans les choses nouvelles que font les artistes depuis que il suffit de taper un prompt pour avoir une photo bluffante, une image bluffante. Ouais, et à nouveau, c'est vrai qu'il y a effectivement du text to image, et il y a aussi de l'image to image, donc qui parfois semble plus complexe, même si évidemment on peut faire des choses très intéressantes en tapant un prompt à une IA. Mais je pense qu'on peut être dans des procédés peut-être plus robustes aujourd'hui en sélectionnant avec soin des images. Je pense que ça, et c'est une réponse assez évidente, mais finalement, ça nous soulage un petit peu de temps pour aller plus loin dans certaines démarches de créativité pure et sur des choses plus mécaniques et automatiques. On peut se servir de ces technologies-là. C'est vrai que aujourd'hui, je sais pas exactement quel courant pourrait émerger, mais en tout cas, moi, je suis confrontée toute la journée à des démarches artistiques absolument fascinantes sur des artistes qui sont très engagés en faveur de l'environnement, en faveur de l'inclusion, en faveur de différentes valeurs extrêmement importantes aujourd'hui. Et on voit que l'IA leur permet de faire passer des messages assez forts, aussi parce que, mine de rien, en fait, ça nous permet aussi d'avoir des œuvres d'art en output qui sont dynamiques et donc qui sont très émotionnelles, très expérientielles, qui savent parler aux jeunes. Donc voilà, je sais pas exactement ce qui peut arriver, mais en tout cas, je vois que ça permet aussi à l'artiste de mettre en lumière des démarches très profondes et simplement d'aller plus loin dans des démarches créatives. Ok. Le débat autour du droit d'auteur, est-ce que peut-être de là où tu es, tu pourrais nous le resituer tant en amont, on va dire, pour entraîner les modèles que dans les choses un petit peu récentes qu'on a pu voir avec ces modèles qui sont qui obéissent extrêmement bien aux commandes et donc notamment la dernière version de GPT qui permet
gimlifier n'importe quelle image. Voilà, c'est l'exemple qui avait été donné. On peut faire ça avec n'importe quel style, mais c'est l'idée de dire prends cette image et mets-la moi dans le style des studios Ghibli qu'on a vu partout sur Internet, qui a posé énormément de questions, notamment parce que le studio Ghibli n'est pas joasse. Voilà. Quel est l'enjeu global de ce sujet du droit d'auteur et comment est-ce que toi tu vois une sortie? C'est vrai que ça pose plein de questionnements, qu'on a encore pas mal de flou juridique, que la situation n'est pas du tout homogénéisée partout à travers le monde. Mais en tout cas, pour l'IA générative aujourd'hui en Europe, on a décidé de faire primer, entre guillemets, la liberté d'expression avant la protection du droit d'auteur. Et donc, il y a une distinction entre les données en input et en output. Et donc pour l'IA générative, où on va venir sélectionner tout un tas d'images, notamment, pour les faire ingérer à l'algorithme qui recrée de manière aléatoire ce qu'il comprend de toute cette data-là pour en ressortir de nouvelles. Ici, en input, c'est-à-dire pour les données qu'on a le droit d'utiliser, en fait, on a le droit de toutes les utiliser, même si elles sont protégées par le droit d'auteur. Encore une fois, on fait primer la liberté d'expression, et donc une déclinaison de la liberté d'expression, c'est la liberté de création. Donc là, ici, on a le droit d'utiliser toutes les créas parce que on considère que pour que l'IA générative soit bien fonctionnelle, il faut qu'on ait un panel de visuels qui soit si conséquent que finalement, à l'output, on ne va plus reconnaître cette donnée qui est une donnée parmi souvent plusieurs milliers. Donc, liberté de création, liberté d'expression qui prime, le droit d'utiliser toute œuvre, même protégée par le droit d'auteur, ce qui peut effectivement poser débat parce que ça bouleverse un petit peu ce qui est prévu quand même de manière générale en matière de droit d'auteur. Et après, à la sortie, donc à l'output, on considère qu'est une œuvre d'art tout fichier. Alors évidemment, après on reprend les codes et il y a plein de points nécessaires pour pouvoir parler d'une œuvre d'art. Mais en tout cas, on considère que si on ne reconnaît pas les données à l'input, alors l'œuvre peut être protégée par le droit d'auteur. Donc voilà, il y a plein d'éléments à définir et quand on se parle du prompt, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, voilà un petit peu l'état des lieux aujourd'hui en Europe pour le volet droit d'auteur, input-output, ce qui peut être discutable. Mais ce qui permet, ce qui s'inscrit vraiment dans une veine qu'on retrouve beaucoup en France, un peu moins en Europe, mais la France est vraiment le pays qui promeut aussi la liberté de création, la liberté d'expression, et ça s'inscrit bien dans cette dynamique-là. Tu peux nous redire cette histoire de l'input, si on reconnaît dans l'input des éléments qui identifient une œuvre, c'est ça? Ouais, en fait, moi, je distingue l'input et l'output. Ouais. Donc, l'input, c'est toute la data qu'on va faire ingurgiter à l'algorithme, okay. C'est l'entraînement. Et l'output, c'est le fichier que ressort l'IA à la sortie. Ouais. Donc l'algorithme de manière aléatoire qui repose sur tout l'input qu'on lui a fait ingérer. Ouais. Donc pour reparler de l'input, en fait, on a le droit de tout utiliser. Pourquoi? Parce qu'on considère que pour que l'IA générative soit bien efficiente, elle va reposer sur tellement de data que finalement l'output va totalement s'extraire de l'input. Ouais. Et en ce qui concerne l'output, on considère donc l'œuvre à la sortie qu'elle a reposé sur tellement d'inputs différentes que en fait c'est bel et bien une œuvre d'art à part entière qui s'extrait bien de l'input. Et encore une fois, il y a énormément de cas de figure qui peuvent se distinguer de celui-ci. Mais normalement, aujourd'hui, on est plutôt sur ce volet-là, qui est un volet qui permet de créer très largement, qui permet d'explorer aussi tout le potentiel permis par l'IA. Et encore une fois, c'est vrai que c'est discutable parce que si on utilise beaucoup d'œuvres qui sont créées par une même personne, par exemple, en input, effectivement, il est possible que l'output puisse ressembler à cette donnée initiale. Mais justement, c'est pour ça qu'on rajoute le critère de l'output, c'est que, a priori, si vraiment on reconnaît trop le style d'un artiste, on ne pourra pas considérer que c'est une œuvre d'art. Pourquoi? Parce qu'en droit d'auteur, une œuvre d'art est ce qu'on appelle, entre guillemets, original. Et original veut dire, repose sur un critère plus ou moins de nouveauté. Et si donc cette œuvre d'art à l'output ressemble trop à une œuvre d'art qui aurait déjà été créée, on ne considère pas qu'elle est originale, puisqu'on a déjà un artiste qui a créé cette œuvre. Donc,
Là, on est vraiment sur des notions de propriété intellectuelle pure. Je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de notifier cette notion d'input. Aujourd'hui, la place de l'art IA dans l'art digital, qu'est-ce que c'est en termes de proportion? Comment est-ce que tu décrirais? Mais en termes de tendance aussi, ouais. tout quelque chose qui monte. Ouais, c'est quelque chose qui monte énormément. C'est assez rigolo, enfin rigolo, je sais pas, mais disons que nous on représente tous les savoir-faire qui composent l'art numérique aujourd'hui. Donc au sein de notre catalogue, on a beaucoup d'artistes qui utilisent la data, donc qui créent des œuvres d'art génératives, beaucoup d'artistes qui explorent la 3D, la photogrammétrie, voilà, en gros tout ce qui compose voilà les différents savoir-faire de l'art numérique. Quand on s'est lancé sur Artpoint, on avait peut-être 1% de nos artistes qui exploraient l'IA. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment une tendance qui prend de plus en plus de place dans la démarche des artistes, à nouveau parce que les artistes sont assez curieux et ont envie d'explorer en fait les différentes technologies que leur permet d'avoir leur époque. Mais c'est vrai que je dirais que oui, à l'époque, on avait peut-être 1% il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a près de 10% des artistes qui se considèrent comme des artistes qui utilisent l'IA et même un peu plus qui ont déjà simplement expérimenté l'IA. Donc, on voit que voilà, ça prend de plus en plus de place. Et souvent, les artistes explorent aussi différents médiums. Donc, à nouveau, pas forcément cantonné à une technologie ou une autre, et même pas forcément cantonné aux nouvelles technologies, comme je disais. Nous, on représente beaucoup d'artistes qui sont aussi passés par la peinture, par la sculpture, et qui d'ailleurs passent encore par ces savoir-faire plus traditionnels, et qui simplement ont envie de s'expérimenter au pinceau du 21e siècle également. Donc voilà, pas forcément cantonné à ça, mais on voit quand même, voilà, ce sont des individus qui sont très curieux, qui ont envie de faire passer des messages et qui forcément sont assez interpellés par l'émergence de cette technologie. Donc oui, ça prend de plus en plus de place chez les artistes. D'accord. Est-ce que tu connais parmi les artistes, dernière question, c'est sur cette partie vraiment IA générative, mais est-ce que tu connais des gens dont tu pourrais décrire la démarche d'artistes dans le domaine de l'IA générative, que nous donner des exemples de démarches artistiques dans le domaine de l'IA générative? Ouais, bien sûr. Je parlais de Linda Dunia, qui est une artiste vraiment à suivre, une artiste pionnière en matière d'IA qui est franchement passionnante. Je pourrais également citer le travail d'Ivona Tao. C'est une super artiste qu'on représente également. Donc, c'est une artiste lituanienne basée en Pologne. Qui à nouveau se trouve dans tous les gros événements IA qui vont mixer l'art, la tech. Et elle, par exemple, donc elle fait de l'IA générative, elle crée ses propres algorithmes. Et en fait, elle est fascinée par évidemment l'émergence de la technologie. Elle est aussi très engagée en faveur de l'environnement. Elle a plusieurs petits dadas. Elle est à la fois passionnée par tout l'environnement marin, notamment. Donc elle a pris beaucoup de photographies par drone des océans et elle est également assez captivée par tout ce qui touche à l'architecture nocturne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ces algorithmes, elle vient faire stocker donc beaucoup de data, donc à la fois des data de visu d'océan, mais également d'architecture nocturne. Et après, à l'output, on a vraiment une œuvre d'art qui vient allier des architectures, des vagues. On a un morphing très intéressant. Et ici, c'est vraiment une réflexion sur la place de l'homme dans une société qui est drivée par 2 grands défis, selon elle, à la fois l'émergence des nouvelles technologies qu'il va falloir dompter, épouser au mieux, en y étant aussi peut-être plus sensibilisé, et également l'urgence environnementale. Donc, elle fait vraiment un lien entre les deux, et elle questionne la place de l'homme face à ces 2 grands défis de notre époque, avec un rendu qui est assez féerique et assez hypnotique. Et à nouveau, je pourrais envoyer les liens pour qu'on puisse jeter un œil à son travail. Ouais, avec grand plaisir. Peut-être pour revenir un tout petit peu sur votre produit, oui. Et en particulier une question que j'ai laissée en suspens tout à l'heure. Qui sont les profils types, les consommateurs du coup de contenu pour leurs écrans?
C'est quoi votre client type et où est-ce qu'il affiche les œuvres d'art? Oui, bien sûr. Alors nous, on travaille beaucoup avec des entreprises, pas mal avec des espaces retail, des hôtels et de plus en plus d'événements et d'espaces publics. Donc, en gros, ce sont généralement des lieux qui sont assez fréquentés. Si je m'en tiens au secteur corporate, qui est un gros pan de notre activité, je dirais que à 80%, nos clients sont des entreprises. Ici, disons que l'idée, c'est que depuis la période Covid, on a le besoin d'assurer plus de bien-être au travail. On a besoin de proposer des moments qui soient différents de ceux qu'on va passer chez soi en télétravail, donc d'axer sur plus de cohésion, de partage, créer des moments de convivialité entre les équipes. Et l'art va très bien répondre à ces différents sujets. On est aussi pas mal saturé de contenu de communication. Et donc, en fait, l'art peut venir écrire des récits d'une manière un peu plus subtile. Donc, on veut venir parler de la Pride, de Octobre Rose, de la Journée internationale du droit des femmes, et j'en passe. Et ben, en fait, nous, on va mettre en avant des collections personnalisées qui mettent en lumière les différents engagements de nos clients. Donc ça, c'est vraiment le premier use case, qui est un use case assez fréquent pour nous. Et après, disons que depuis quelques années, dans le retail et dans l'hôtellerie, on est vraiment de plus en plus sur des lieux de destination. Il faut marquer les esprits sur le long terme, il faut se différencier dans des environnements assez concurrentiels. Et à nouveau, l'art numérique a le pouvoir justement d'apporter cette touche émotionnelle qui va marquer les esprits des utilisateurs. Et donc, de la même manière, on vient proposer à la fois des collections artistiques en lien à leurs différents sujets, et on met aussi en place beaucoup d'expériences plutôt sur mesure. Et donc, pour la question de savoir où sont les écrans, généralement, il s'agit de grands écrans à l'accueil. Aujourd'hui, à nouveau, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que les écrans sont assez omniprésents. Et nous, on a pu, donc grâce à une étude avec la BPI, observer le cycle de vie de l'écran. On se rend compte que d'un point de vue environnemental, ce qui est acheminement, construction, fin de vie de l'écran sont les trois momentum qui vont être le plus énergivores. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est une fois que l'écran est là, faisons en sorte de le transformer pour lui donner plus de valeur. Voilà, donc généralement, ce sont des grands écrans à l'accueil. Et il peut arriver aussi, notamment dans le corporate, qu'on ait justement des entreprises qui soient ponctuées de plein d'écrans que nous, on va venir à nouveau transformer. Ok. Tu parles d'art génératif qui n'est pas l'IA générative. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Qu'est-ce que c'est l'art génératif pour toi, la différence? Ouais, l'art génératif, c'est un courant artistique qui repose en temps réel sur de la data. Disons que l'IA générative, c'est une technologie d'intelligence artificielle qui vient recréer de nouveaux contenus en reposant sur certaines données qu'on lui fait ingérer. Alors que l'art génératif, c'est un courant artistique qui à nouveau repose sur de la data et qui évolue en temps réel en fonction de ces datas-là. Donc, ce sont des œuvres qui sont livrées dans leur forme inachevée. C'est des œuvres en fait qui évoluent au rythme de l'évolution des datas. Et donc, à nouveau, des œuvres qui sont assez fascinantes. Aujourd'hui, la data est aussi très présente dans nos quotidiens et disons qu'elle peut être sublimée grâce au data art, donc à l'art génératif, qui repose justement sur toute cette data-là. Tu as des exemples d'œuvres d'art génératives? Ouais, c'est vrai que l'art génératif, c'est vraiment un très gros pan de notre catalogue. Et on a travaillé aussi sur de nombreuses créations pour des clients qui avaient envie justement de sublimer leur data. En exemple assez symbolique, on travaille notamment avec un artiste qui s'appelle Parceror. C'est un artiste français qui est basé dans le sud de la France, qui lui travaille beaucoup avec la data et aime bien aussi recréer, réapporter de la tangibilité, voir comment on peut allier la technologie et la matérialité aujourd'hui. Et donc lui, par exemple, on a déjà travaillé sur une œuvre qui repose temps réel sur la pollution de l'air.
Et donc, en fonction de cette pollution de l'air, l'œuvre va prendre des teintes de couleurs très différentes. Et lui, par exemple, avait aussi travaillé sur une œuvre qui reposait en temps réel sur des interactions faites sur les réseaux sociaux. Et donc, en l'occurrence, il avait voulu questionner l'empathie humaine et donc créer une œuvre qui venait en fait capter en temps réel toutes les interactions qui allaient comprendre un smiley tête qui pleure sur Twitter. Et donc, ça questionnait vraiment cette empathie en disant, en fait, on a certaines personnes qui mettent une tête pleure parce qu'ils viennent de perdre un parent dans une situation géopolitique, une guerre aujourd'hui, et d'autres personnes qui vont publier cet émoticône parce que leur candidat de télé-réalité préféré vient de quitter l'aventure, par exemple. Et donc, en fait, l'œuvre vient capter temps réel toutes ces interactions-là. Et donc, l'œuvre évolue en fonction de ces publications sur Twitter. Donc ça, c'est typiquement une œuvre générative. Après, on peut travailler sur tout type de données, des données liées à l'environnement, beaucoup, notamment des données liées à la préservation des forêts, la fonte des glaces. Disons qu'on peut vraiment se servir de ce courant très émotionnel à nouveau pour faire passer des messages. Et c'est ce qu'on fait beaucoup puisque les artistes numériques, enfin les artistes qui utilisent les nouvelles technologies sont très engagés. Après, on peut aussi beaucoup travailler sur des données internes dans une entreprise, par exemple. Et pour illustrer aussi, nous, on avait travaillé récemment sur un projet qui reposait sur des données liées à l'implication dans les énergies renouvelables depuis 1950 et avec des prédictions de data jusqu'à 2050. Donc ça, c'est typiquement des œuvres d'art et des données qu'on traite pour l'art génératif. Ok. Et alors, tu parles de data vis et de data art également. Là, qu'est-ce que tu peux nous développer cette différence? Ouais, c'est vrai que la data visualisation dans un monde où voilà, on a énormément de data, notamment dans les entreprises. Voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. Je dirais que la différence, la data visualisation, vient mettre en lumière certaines datas. Sans avoir de démarche artistique derrière. À la différence du data art, qui repose sur ces mêmes datas souvent, mais qui les travaille sous un prisme artistique. Donc je dirais que la data visualisation va vraiment avoir pour objectif de dire, vous voyez, le diagramme a évolué de telle manière, et bien on voit que notre implication dans les énergies renouvelables a évolué de telle manière. Donc c'est assez littéral, je dirais. À la différence de l'art génératif, qui est peut-être plus poétique, c'est moins littéral en fait. On va pas forcément se dire, l'évolution de telle manière à ce rythme et dans cette colorimétrie nous indique que la pollution de l'air, pour reprendre cet exemple, en est à ce stade très spécifiquement. Donc, on est sur quelque chose de plus poétique avec une démarche artistique derrière. Donc, un artiste qui manie la data, mais qui a toujours une intention à nous faire passer dans son travail. C'est vraiment la grosse différence entre les deux. Oui, ça invite à une émotion et c'est à l'émotion de conclure. Ça invite pas directement à une conclusion, quoi, quelque part. Pas forcément. Même si on sait que pour certains lieux, c'est important de pouvoir assez facilement savoir quels paramètres influent sur quel visuel dans l'œuvre. Donc, il peut arriver qu'on ait une sorte de légende stylisée qui indique, entre guillemets, quels paramètres influent sur quel visuel. Mais en tout cas, dans le rendu type de l'œuvre, effectivement, c'est pas si binaire que pour de la data visualisation. Alors, est-ce que tu as une opinion à nous partager? Une opinion, puisqu'on parle d'IA, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA. Bien au contraire, je pense que déjà, il faut vraiment mettre les mains dedans pour se rendre compte que finalement, l'IA peut nous aider à faire beaucoup de choses. Et je pense que justement, on a aussi besoin de la douceur, de l'émotion, de l'art peut-être pour l'épouser un peu plus facilement. Voilà, je pense que par exemple aujourd'hui, l'IA n'a pas d'humour, l'IA manque de qualité émotionnelle. Donc d'un point de vue technique, l'IA a beaucoup de valeur. Elle peut remplacer des tâches à faible valeur ajoutée, mais elle n'a pas la créativité, elle n'a pas l'humour, elle n'a pas l'émotion qu'a l'homme.
Et donc, je pense qu'il faut tout simplement tester pour mieux l'épouser. Il faut justement être au contact de toutes ces expérimentations pour mieux les comprendre et pour, avec le temps, les épouser avec un peu plus de facilité. Et est-ce que tu as une recommandation d'invité pour un prochain épisode ? Eh bien, puisqu'on parle d'art numérique, je pense que les artistes ont beaucoup à nous offrir. Moi, j'ai essayé de dresser un panorama assez global de la place de l'art numérique aujourd'hui, des différents enjeux. Mais je pense que le regard d'un artiste peut être très intéressant. Il y a plein d'artistes super passionnants ici en France. Il faut savoir que la France est un pays en pleine croissance d'un point de vue art numérique et donc des collectifs et des artistes de renom à interroger. Donc, je recommanderais un artiste numérique. Ben oui, avec grand plaisir. Merci Julie. Merci beaucoup.